Bonjour. Bonjour. Alors, dans la petite audio, bon, moi je dis une audio, alors j'ai vu qu'il y a des gens qui disent un audio, alors je ne sais pas si c'est féminin ou masculin ce truc, cette histoire, mais pour moi c'est une audio, voilà. Oui, ça va bien. On remarque que ça pourrait être un audio, parce qu'un audio enregistrement, bon enfin dans le doute, je vais rester sur mes positions. Ouais. Bon, alors, oui, alors dans l'audio La revanche du singe, il y a un auditeur qui dit « Rectification. Darwin a émis l'hypothèse que les gens ont adopté comme dogme que l'homme et le singe avaient un ancêtre commun. » On ne l'a jamais vu d'ailleurs, celui-là. Admettons l'évolution. Homme, singe, cellules, atomes, etc. Mais arrivé à un moment donné, tu ne peux pas avoir le rien qui devient une poussière de matière sans l'intervention d'un être. Autre exemple. D'un côté, on a un écran ordinateur et de l'autre, un être humain. L'être humain est beaucoup plus complexe que l'écran. Si nous disposons de tous les composants d'un écran dans un endroit, comme une plaine où personne n'interviendra, on aura beau attendre 1 milliard d'années, l'écran ne va pas se former tout seul. Par contre, on nous dit que ce monde et ses équilibres sont dus au hasard. C'est une blague et mathématiquement improbable. Ces théories ont permis à un moment donné de contredire la religion, alors que selon moi, la science confirme l'existence de Dieu. On remarque pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, la science expérimentale, elle arrive toujours à un moment où elle n'arrive plus à expliquer quoi que ce soit. C'est le grand mystère, quoi. Et ce mystère peut justifier l'existence de Dieu. Oui. Le problème, c'est que c'est pas vu comme tel. Je dirais que si on parlait de science dans le sens réel du terme, la science expérimentale, elle n'amène pas à la porte d'un grand mystère. Elle sort directement au plus petit mystère. C'est-à-dire que sorti de la matière, il n'y a plus personne. Ouais. Voilà. Alors qu'il y en a encore des paliers successifs avant d'arriver vraiment vers ce qu'on peut appeler le grand mystère. Et les sciences traditionnelles peuvent nous amener jusqu'à la porte du grand mystère. Parce qu'il s'agit de sciences véritables et non pas de sciences expérimentales qui sont le fruit d'élucubrations de certaines cervelles un peu fêlées. Il ne faut pas oublier que cette forme de science qui est celle d'aujourd'hui est assez récente. Et les seuls adeptes qu'il pouvait y avoir de ces sciences, disons à une période peut-être que le Moyen-Âge, c'était les saltimbanques, les brûleurs de charbon qui faisaient des tours de passe dans les rues. Voilà de quelle science il s'agit. On n'en est pas. C'est le prolongement de ce genre de science qui est actuellement prisée, qui est à la mode. C'est une recherche de phénomènes. C'est rien d'autre. Ouais. Donc ça ne nous amène pas du tout vers la frontière du grand mystère. Et ensuite de ça, quant à Darwin et sa théorie, je ne l'ai pas nécessairement énoncé dans le détail de ce que ça pouvait avoir comme signification, mais la signification réelle qui est restée, c'est que, en quelque sorte, il est beaucoup plus de mise d'avoir un ancêtre qui est un singe arriviste plutôt qu'un ange déchu, parce que ça détruit en quelque sorte la théorie religieuse concernant la création du monde. Voilà. Ouais. Et c'est ce qu'il faut avant tout, c'est de détruire cette perspective pour permettre en quelque sorte de pouvoir avoir la main mise sur la compréhension des choses, c'est-à-dire pour cacher la vérité, pour pouvoir divulguer un mensonge que l'on fait payer cher. Ouais. Voilà. C'est un but, c'est pas fait comme ça par hasard. Oui. De nouveau, comme il dit bien, le hasard n'existe pas. C'est une absurdité. Le hasard voudrait dire un effet sans cause. Ça n'a aucun sens. Donc là, il y a un but bien précis, c'est de discréditer toute théorie religieuse de manière à pouvoir
amuser la galerie avec des théories qui n'en finissent plus, qui ont ni queue ni tête. Oui, et puis c'est pour laisser place à cette théorie évolutionniste, Voilà. pour laisser croire que l'homme, il était avant un primate, c'est-à-dire ce qu'on trouve encore dans les pays d'Afrique, et qu'il est devenu intelligent, civilisé. Oui. Voilà. Et puis on nous fait des théories concernant, après, avec la forme du crâne qui fait que, etc., alors qu'il a été démontré, tout simplement, je dis par un homme comme Servier, qui n'est pas un adepte absolu d'une science traditionnelle, qui est, lui, plongé dans les sciences analytiques. Il a démontré que ces formes de crâne prétendument déformées, qui viennent de je ne sais pas quel endroit du Congo, etc., lui, il les a retrouvés, il a retrouvé exactement les mêmes chez des gens vivants de nos jours, qui sont des Toulousains, qui viennent de France, donc pas d'ailleurs, qui ont le même crâne, avec la même déformation. On nous en a suspendu un qui est prétendument, qui vient de je ne sais pas quelle époque, et qui est au Pérou, qui vient du Pérou. On l'a installé comme un objet exceptionnel dans un musée. J'entends, on est dans le ridicule. Ils ont donné des photographies de dessins qui ont été faits dans des grottes, qui se retrouveraient être des dessins très anciens, gravés par des hommes. Puis le côté primitif se voit dans le dessin, parce qu'actuellement on fait des dessins très évolués en plusieurs dimensions. Là, on est vraiment dans le plus simple. On ne copie pas la nature dans sa forme. Sur le plan traditionnel, c'est donc d'imiter la nature dans son processus d'opération. Ouais. C'est ça la création, ce qu'on pourrait appeler de la part d'un artiste qu'il est en train de créer quelque chose. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler de création. Oui, d'accord. Voilà. Et ensuite de ça, il y a des dessins qui sont plus ou moins élaborés selon l'idée moderne, parce que quelque chose est... Plus il y a de détails, plus pour le moderne, c'est une preuve d'intelligence. Bon, on peut retrouver des choses très élaborées qui sont toujours dans l'art traditionnel. Il y a qu'à voir, par exemple, les mandalas. Un mandala tibétain, c'est une véritable carte topographique du monde invisible. Oui. Ah oui. Voilà ce que c'est. Donc, à partir de là, après, il s'agit de pouvoir savoir lire les cartes, hein, et les cartes topographiques de cet ordre. Alors, évidemment, c'est pas par la science moderne, on va trouver le fil à couper le beurre, là. Ouais. La science moderne, il faut un support matériel, il faut de la matière. Même ce qu'elle prétend toucher comme n'étant pas de la matière, il faut quand même qu'elle le solidifie pour pouvoir lui donner... Une forme concrète. Simplement pouvoir lui donner une définition. Oui. Il faut que ce soit palpable. Oui, d'une certaine manière, toujours dans le sens quantitatif. Voilà, c'est ça. On peut dire que les scientifiques modernes, ils sont aveugles sur toute une dimension dont ils ignorent même l'existence. Ben oui, parce qu'ils la cherchent, cette existence, à travers le support de quelque chose. Je dis, c'est comme si on veut réduire en particules les plus petites possibles un disque, un vinyle, en prétendant à travers ça pouvoir découvrir en quelque sorte l'origine de la musique. Oui, oui. J'entends, ça n'a pas de commune mesure, tout simplement. C'est chercher quelque chose où on est garanti de ne jamais le trouver. Et puis pour prolonger ça, je pense actuellement à quelque chose qui est très à la mode. C'est ce calendrier Maya qui parle de 2012 et de cette fin du monde, etc. Quand on voit ce qu'est
ce calendrier, je serais curieux de savoir qui a donné cette interprétation par rapport à ce calendrier. Parce que pour savoir lire le calendrier maya ou aztèque, il faut avoir une connaissance qui va bien au-delà des connaissances du style de l'érudition des ethnologues. Ouais. Il faut aller un bout plus loin, disons. Alors je serais curieux de savoir qui peut donner ces différentes interprétations. Je ne dis pas que c'est une impossibilité, il y a certainement des personnages aptes à ça, mais j'entends... De quoi s'agit-il? Ouais, c'est un peu comme pour les hiéroglyphes avec Champollion, quoi. Peut-être qu'il s'est trompé. Tu sais que ça a été remis en question. Là, il y a un auditeur qui m'avait parlé de ça, que ça a été remis en cause, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu, donner une autre version qui est assez originale de cette période-là de l'Égypte ancienne. J'essaierai de mettre le lien là, parce que si je le retrouve. Donc c'est vrai que finalement l'histoire elle a été écrite d'une manière et c'est peut-être tout faux sur toute la ligne. Mais ça, je vais te dire, moi j'ai trempé là-dedans d'une certaine manière, dans le sens qu'à l'atelier de mon père, il venait un personnage qui était à l'époque le numéro 1 de toutes ces écrits, ces explications concernant l'Égypte. Oui, tu nous en avais parlé, rappelle-moi le nom. Henri Stirling. Stirling? Oui, Henri Stirling. À l'époque, c'était la grosse tête de l'histoire. Et la remise en question de tout ça se faisait pendant une série, tous les jours, à l'atelier de mon père, entre Henri Stirling, mon père, et encore un autre personnage, où c'était des remises en question qui n'en finissaient pas, parce que il y avait une multitude de possibilités d'interprétation de toutes ces choses, et il en a été retenu une qui, parce qu'elle était déjà bien installée, c'est un peu... Ça n'allait pas de tout casser puis de recommencer autre chose. Voilà, mais même Henri Stirling, malgré son érudition et tout ça, il était ébranlé de toutes ces possibilités qui lui étaient démontrées. Voilà. Ouais. Comme quoi, il y a vraiment un côté arbitraire dans l'enseignement qui nous est donné là depuis notre plus tendre. C'est arbitraire. Puis après, c'est des choses, tu comprends, qui prennent tout d'un coup un certain essor dans le monde universitaire, et tout d'un coup, tu viens casser la baraque là d'un seul coup. Ça n'allait pas, fallait laisser aller le bateau, même si on s'aperçoit que le bateau, finalement, c'est du bidon. Il y a eu ça avec Jung, par exemple. Jung, il s'est fait démonter sa baraque par Sen, le docteur Sen, qui était un homéopathe, qui lui a démontré par A plus B que ses théories, lui, il pouvait obtenir les résultats que Jung aurait voulu obtenir, mais lui les obtenait par cette loi de similitude qu'il appliquait par rapport à l'homéopathie. Ouais. Et le Jung s'est fait clouer le bec de façon telle qu'il en a un peu, il en a fait de la déprime, lui. Ah, carrément. Ah oui, il a basculé, il est devenu un peu neuneux, quoi. Oui, c'était on a torché tout ça parce que Jung faisait froid, c'était un personnage, on ne pouvait plus le démolir. Il était rentré dans la mythologie. Oui, c'était pour cette histoire de problème d'anorexie et de boulimie. Voilà, c'est ça. Rappelle ça. Enfin, je défendais que la fille du docteur Sen avait une anorexie, puis quelque chose de très prononcé. Et comme ils se connaissaient bien entre Jung et Sen, Jung lui avait dit que ça provenait de ceci, de cela, et il était en train de chercher la solution psychologique. Voilà, pour établir cet équilibre. Finalement, ça s'est avéré que Sen a mis en place un système d'auto-vaccination en allant rechercher dans l'estomac du patient
certains trucs, je Ouais, saurais. c'est une méthode d'isothérapie, il me semble. Oui, un système d'autovaccination. Et il a rétabli l'équilibre de sa fille du jour au lendemain avec ce processus. Voilà, d'accord. Donc c'était juste une défaillance du métabolisme, quoi. Voilà, qui peut d'ailleurs, et que l'aspect psychologique puisse rentrer en ligne de compte, personne ne va nier ça. Mais je veux dire par là, Tout n'est pas basé sur la psychologie. à un moment donné, tu es obligé de t'intéresser à remonter la filière par rapport à ce qui se démontre. Ouais. Alors, ce qui se démontre comme résultat, c'est après de l'anorexie. Donc, cette anorexie touche le métabolisme. Ouais. Donc, pour rétablir un équilibre, il s'agit de le rétablir dans ce métabolisme aussi. Ouais, après qu'on trouve la cause qui a amené le métabolisme. Ah, tout à fait. Mais je veux dire que ça soit uniquement d'ordre psychologique, on n'en finit plus. Là. Ok, ben écoute, je te remercie, on va finir là-dessus. Et à bientôt. À bientôt. Oui. Allez, au revoir. Au revoir.